À la une, ce remaniement attendu d'ici la fin de journée. Le gouvernement français devrait, sauf surprise, être remanié aujourd'hui. Édouard Philippe est arrivé tout à l'heure à l'Élysée. Mission pour lui être confiée dès ce matin de former cette nouvelle équipe. On s'attend à des changements plus larges pour donner au quinquennat une nouvelle impulsion. On aura l'occasion d'y revenir dès le début de ce journal avec Axel May. Car après les départs en série, une rentrée difficile, l'exécutif affronte aujourd'hui aussi sa première mobilisation syndicale de ce début d'année. Lycéens, étudiants, salariés, retraités sont appelés à faire grève, à manifester dans toute la France. Tous entendent protester contre la destruction du modèle social du gouvernement. Et puis les États-Unis et la Turquie mettent la pression sur l'Arabie Saoudite après la disparition de Jamal Khashoggi, un journaliste critique du régime saoudien. Washington et Ankara appellent Riyad à plus de transparence. L'administration américaine a même promis des conséquences dévastatrices. On en parlera également avec Armel Charrier. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal. Tous les voyants sont donc au vert pour un remaniement aujourd'hui. L'agenda d'Emmanuel Macron a été allégé, tout comme celui du Premier ministre qui a annulé le traditionnel petit déjeuner de la majorité. Édouard Philippe qui est donc arrivé tout à l'heure à l'Élysée. Bref, sauf grosse surprise, la réorganisation attendue depuis le départ de Gérard Collomb aura bien lieu aujourd'hui, à la veille du Conseil des ministres. Et si l'Élysée et Matignon ont réussi à garder le secret sur leurs décisions, ils pourrait être tenté par des changements plus larges pour donner au quinquennat un nouveau souffle. On fait le point en image avec Axel May, regardez. Cette photo est celle du premier gouvernement d'Édouard Philippe. Elle date de mai 2017 seulement, mais entre les départs forcés et les démissions, elle a déjà des allures d'image ancienne. Bayrou, Flessel, Hulot, Collomb ne sont plus là, pour ne citer qu'eux. Alors plutôt que de modifier à la marge le gouvernement après le dernier départ en date, celui du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le gouvernement se dirige vers une démission en bloc. Dans la foulée, Emmanuel Macron confierait à Édouard Philippe la tâche de former un nouveau gouvernement. Qui dit démission en bloc dit aussi discours de politique générale d'Édouard Philippe devant les députés et vote de confiance devant une Assemblée nationale où il cherchera à renforcer sa légitimité. Après un été rendu compliqué par l'affaire Benalla, des sondages en berne et des réformes impopulaires, l'exécutif ne s'en cache pas. Avec ce remaniement, il cherche un second souffle. Et on retrouve Axel May avec nous en plateau. Bonjour Axel, Bonjour. On l'aura compris, Édouard Philippe est donc à l'Élysée depuis plusieurs dizaines de minutes maintenant. On a compris l'idée de ce matin, c'est le scénario de cette démission en bloc qui semble se profiler. Oui, le gouvernement ne voulait pas se contenter d'un départ simplement, d'un remplacement simplement de Gérard Philippe, de Gérard Collomb décidément, qui est parti rapidement, brutalement et qui était approche du Premier ministre et surtout du Président de la République, d'où ce changement radical souhaité par le gouvernement, par l'exécutif. À l'heure où l'on parle, peut-être que Édouard Philippe a remis à Emmanuel Macron sa démission et dans la foulée, Emmanuel Macron lui a sans doute, si ça s'est fait, confié la charge de former un nouveau gouvernement. Alors, c'est plus formel qu'autre chose parce que depuis plusieurs jours, ils ont beaucoup travaillé sur ce gouvernement. Par exemple, hier, ils ont déjeuné ensemble à l'Élysée, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Ils veulent vraiment symboliquement marquer un nouveau départ comme une sorte d'électrochoc. Et puis, ça permettra aussi, ce sera intéressant de voir la confiance que va solliciter après cette démission en bloc du gouvernement, la confiance qu'il va solliciter Édouard Philippe auprès de l'Assemblée nationale, s'il y aura davantage de députés que lors le premier vote de confiance il y a un an, ou si au contraire certains députés, notamment de la majorité, manifesteront leur mécontentement. Alors je le disais, l'Élysée et Matignon ont réussi quand même à bien tenir le secret autour de leurs décisions, de ces changements annoncés. On a quand même une idée de ce qui serait possible, envisagé, annoncé? Il y a beaucoup de noms qui circulent. Alors, c'est toujours un peu risqué de donner des noms parce qu'après, il y a des démentis. C'est jamais ce qu'on annonce, effectivement. Des démentis. Il y a beaucoup de rumeurs. Je peux vous dire que là, les ministrables potentiels sont sur leur téléphone portable en train d'attendre l'appel de l'Élysée ou de Matignon. À l'heure où l'on parle, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, évidemment, connaissent déjà les noms de ce futur gouvernement et même les fonctionnaires de la haute autorité pour la transparence politique connaissent
connaissent ces noms puisqu'ils ont été chargés par le gouvernement de regarder le passé, notamment le passé fiscal des ministrables pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. C'est pour ça que ça prend du temps d'ailleurs. C'est notamment l'une des raisons. Après, il y a aussi arriver à respecter ce qu'aime bien Emmanuel Macron, un panachage entre hommes et femmes, entre hommes politiques et personnalités issues de la société civile, ou entre la gauche et la droite. En tout cas, ça sera très rapidement que l'on va savoir ce gouvernement Édouard Philippe III, puisqu'il y avait déjà eu un gouvernement Édouard Philippe II après le départ de François Bayrou. C'était en juin 2017. Merci beaucoup Axel. Évidemment, on vous fera vivre toute cette matinée dès que le feu vert sera donné, ce remaniement et ces changements qu'on suivra évidemment en direct sur France 24. Beaucoup d'attentes de la part de la classe politique française, de l'opposition notamment, beaucoup d'attentes aussi des Français eux-mêmes. Une partie d'entre eux se retrouvent aujourd'hui dans la rue pour le premier temps fort social de la rentrée. Une journée de mobilisation interprofessionnelle et étudiante. La réforme des retraites sera l'un des grands thèmes abordés, comme nous l'expliquent tout de suite nos confrères de France 2. Regardez. Les syndicats appellent à s'opposer à la destruction du modèle social. Lycéens, étudiants, salariés et retraités. Pour cette première journée de mobilisation depuis la rentrée, le mot d'ordre est l'unité. Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, et Pascal Pavageau, son homologue côté FO, vont marcher côte à côte à Paris cet après-midi. Entre les ordonnances travail, la hausse de la CSG, la réforme de la SNCF, la politique gouvernementale est accusée de fragiliser les plus démunis. Le plan santé et le plan pauvreté présentés en septembre n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes. Les efforts demandés dans le cadre de la nouvelle réforme de l'assurance chômage, la future réforme des retraites, dont les premières pistes envisagent une décote si l'on part avant 63 ans, ne font qu'attiser la colère des syndicats. Ils restent cependant prudents quant à l'ampleur de la mobilisation, mais espèrent qu'elle sera suffisante pour peser dans les négociations à venir avec le gouvernement. Et en Turquie, à présent, le ton monte après la mystérieuse disparition d'un journaliste saoudien, critique de Riyad. Alors qu'il avait dit attendre les conclusions de l'enquête, le président turc a mis la pression sur les autorités saoudiennes, allant même jusqu'à mettre au défi ces autorités de prouver leur bonne foi. On voit cela en image tout de suite avec Noémie Roche. Sur cette photo obtenue par le Washington Post, Jamal Khashoggi entre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Nous sommes le 2 octobre, vers 13h15. Le journaliste saoudien vient effectuer des démarches administratives avant son remariage avec sa fiancée turque, qui l'attend à l'extérieur. Depuis, Jamal Khashoggi reste introuvable. Sa compagne ne l'a jamais vu sortir du bâtiment, ce qu'affirme pourtant Riyad. Lundi, le président turc a demandé aux autorités saoudiennes de le prouver. Les fonctionnaires du consulat ne peuvent pas se sauver eux-mêmes en disant qu'il a quitté le bâtiment. S'il est parti, vous devez le prouver avec des images. Pour la police turque, le journaliste a été assassiné. Les médias turcs ont révélé qu'un groupe de 15 Saoudiens se serait rendu au consulat lorsque Jamal Khashoggi s'y trouvait. Toujours selon la presse, les autorités turques seraient à la recherche d'un fourgon diplomatique noir. Le véhicule apparaîtrait en train de charger des caisses sur des images de vidéosurveillance. Selon des sources proches de l'enquête, le corps du journaliste pourrait être à l'intérieur. Une hypothèse qui horrifie le rédacteur en chef du journal pour lequel Jamal Khashoggi collaborait. L'idée qu'un gouvernement puisse attirer l'un de ses citoyens dans son enceinte diplomatique, dans un pays étranger, afin de le tuer à cause des opinions qu'il exprime, c'est inimaginable. Autrefois proche de la famille régnante, le journaliste de renom s'est exilé aux États-Unis l'année dernière. Critique du prince Mohammed Ben Salman et de l'intervention militaire au Yémen, il craignait d'être arrêté. Alors que Donald Trump s'est dit lundi préoccupé par le sort du journaliste, le Washington Post demande aux États-Unis d'exiger des réponses fortes et claires de la part de Riyad. Et le Washington Post, pour lequel l'éditorialiste disparu, essentiellement écrivait, avait sommé l'administration américaine de réagir. C'est désormais chose faite puisque les États-Unis ont appelé hier à une enquête approfondie et appelé à la transparence de la part de l'Arabie saoudite. Voilà pour ces deux réactions de Washington et d'Ankara. Armel Charrier, bonjour. Pourquoi cette affaire a-t-elle pris assez vite finalement une telle ampleur ? Alors d'abord parce qu'on parle d'un journaliste et que dans ces cas-là, vous touchez d'une part à la liberté de la presse, ensuite parce que vous avez des moyens de médiatisation qui sont
un peu atypique, je dirais. On touche à la liberté de la presse parce que vous l'avez entendu dans le sujet, Jamal Khashoggi, il est journaliste, spécialiste de l'Arabie Saoudite. Il a longtemps côtoyé le pouvoir, il connaît très bien tout le monde, y compris le prince Salman. Il connaît aussi le président Erdogan, qui est le président turc, et il choisit de s'exiler aux États-Unis parce qu'il critique justement le nouveau prince, le jeune prince, et qu'il pense que c'est dangereux. Donc il va travailler au Washington Post et regarder évidemment comment réagit le Washington Post au début quand il voit qu'il n'est plus là. Il lui conserve sa colonne d'éditorialiste qu'il doit rédiger avec effectivement une voix manquante et une page blanche pour montrer effectivement que les mots n'ont pas pu être rédigés. Donc vous avez effectivement ce phénomène d'ampleur médiatique qui reprend le dessus. Il y a un contexte aussi extrêmement sensible entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Oui, et maintenant les États-Unis, parce qu'on est effectivement en plein cœur géopolitique. S'il est avéré que Jamal Khashoggi a été assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite, d'abord, vous êtes sur quelque chose qui est impensable. C'est-à-dire qu'effectivement, un consulat reste un territoire et saoudien, puisque c'est le consulat saoudien. Mais enfin, on est quand même au cœur de la Turquie, à Istanbul. Donc ça veut dire qu'on peut assassiner sur le territoire turc, même si effectivement, on est au mètre près en territoire saoudien. Mais enfin, vous imaginez, donc c'est quand même assez incroyable de voir cela. Ça veut dire qu'il y a à un moment donné une capacité sanguine de réaction des Saoudiens, là où on devrait imaginer plutôt une réflexion de leur part. Donc c'est très risqué pour le jeune prince, qui effectivement est amené à faire des réformes de société, mais on sait que sur les réformes politiques, c'est plus compliqué effectivement à mettre en œuvre et qu'il peut essuyer beaucoup de critiques. Les Américains, au milieu, jusqu'à présent, soutiennent tout à fait leur allié, à l'Arabie Saoudite, parce qu'ils rentrent dans des questions de pétrole, de coalition contre le terrorisme, etc. Mais ça, ils ne pourront pas le laisser passer, surtout qu'en plus, Jamal Khashoggi, il travaille sur un journal américain aujourd'hui. Donc on se retrouve dans une situation inextricable. Je vous rappelle que la Turquie est quand même membre de l'OTAN, donc même si elle ne s'entend pas avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est du wahhabisme et la Turquie soutient les frères musulmans, là, on est quand même aussi avec un conflit avec les Américains au milieu. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. Ce nouveau volet à présent dans l'affaire Skripal, 7 mois après la tentative d'empoisonnement de Sergei Skripal et sa fille au Royaume-Uni. Le site britannique d'investigation Bellingcat révèle de nouveaux éléments dans son enquête. Un deuxième suspect vient d'être identifié, un médecin militaire au sein du renseignement militaire russe. Hélène Goutani. Alexander Yevgenievitch Mishkin, selon le site britannique d'investigation Bellingcat, ce serait le vrai nom du deuxième suspect accusé par le gouvernement britannique de la tentative d'empoisonnement de Sergei Skripal. L'homme serait un médecin au service du renseignement militaire russe. Il aurait été recruté alors qu'il effectuait ses études à l'académie militaire. Il y a 2 semaines déjà, le site Bellingcat avait identifié le premier suspect, l'agent secret russe Anatoly Shepiga, un colonel décoré des plus hautes distinctions. Les enquêteurs britanniques avaient initialement identifié les 2 hommes comme étant Ruslan Moshirov et Alexander Petrov. Une information que la télévision russe d'État avait confirmée. Londres pourtant soupçonnait des pseudonymes. Les 2 hommes ont été inculpés le 5 septembre dernier pour l'empoisonnement au Novichok de Sergei Skripal et de sa fille Lulia. Le site d'investigation a promis d'en dire plus sur son enquête dès mardi prochain. Moscou, de son côté, insiste. Les 2 hommes sont de simples touristes venus à Salisbury pour visiter la cathédrale. En matière de sécurité informatique, le plus grave est souvent moins la faille que le manque de transparence qui suit. Google a annoncé hier qu'il fermait son réseau social moribond Google+. Le groupe a révélé au passage que les données privées de 500 000 comptes avaient été mises en danger par un bug découvert en mars dernier. L'entreprise, qui a donc mis 6 mois avant d'en informer le public, aurait volontairement joué la montre selon le Wall Street Journal en raison des craintes d'une enquête des autorités de tutelle du groupe. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans une quinzaine de minutes. D'ici là, je vous renvoie à notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.